Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien pour faire un rapport de tournoi de la finale du tournoi de l'équipe de France en équipe. Non, c'est pas ça, on reprend. Pour faire la finale en équipe du tournoi de France. Non plus. Championnat de France. Championnat de France, La voilà. finale des championnats de France en France équipe. équipe. Exactement, c'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bah ça va super bien. Et toi, malgré la fin de mes vacances et la reprise, Ah il fait bah, beau donc ça va. c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la luminosité est présente et le soleil apporte de la vitamine C qui apporte du moral. Et c'est tout ce qu'on veut. Nous, tournoyeurs, généralement, on n'en voit pas trop parce qu'on est dans les pièces et les pièces sont sombres et il n'y a pas de soleil. Je crois que c'est la vitamine D, le soleil, mais c'est Ah pas oui, grave, ça marche vitamine aussi. D, ouais, c'est ça, exactement, ça marche mieux quand on prend les bons trucs. Du coup, revenons à nos moutons. Week-end dernier, tu as pu participer, donc, comme énoncé dans le titre de manière fantastique, à cette finale. Donc, cette finale en équipe. Est-ce que tu peux nous résumer un peu le cheminement du fonctionnement, de la manière dont est géré, produit ce championnat en équipe? Ouais, bien sûr. Bah en fait, le fonctionnement est strictement identique, un peu de choses près. Vraiment très proche du championnat en solo dont on avait déjà parlé. Donc durant l'année, donc ça a dû commencer en janvier pour la première, peut-être en décembre. Il y a des qualifications. Donc il y a une qualification par région. En tout, il y en a 6. Le nord-est, le nord-ouest, Île-de-France, le sud-est, le sud-ouest. Il y a juste deux qualifications en sud-est parce qu'on est beaucoup. Donc, ils avaient coupé en deux qualifications. Donc une qualification, bah, c'est un tournoi sur un week-end, samedi, dimanche, 5 parties avec entre 5 et 8 équipes, voire même 12 équipes, je crois qu'il y avait à nord-ouest. J'étais allé arbitrer. C'est ça, 12, ouais, ça 12 équipes, il y avait. Donc 5 parties. euh, à l'issue de ces 5 parties, la première équipe qui a le plus de points de victoire est qualifiée pour la finale, tout simplement. Donc 6 équipes qualifiées. Et, euh, et voilà, il se trouve d'ailleurs que toi, tu avais participé à une de ces étapes qualificatives. On en avait parlé sur cette chaîne. Exactement, et on Et, est arrivé malheureusement avant-dernier, on n'avait pas réussi à prendre cette et place. c'était pas une étape qualificative, c'était pas une place qualificative, malheureusement. C'était mon équipe qui s'y était Mm. qualifiée. Euh, et voilà. Et donc avait lieu week-end dernier la finale, qui a eu quelques complications pour différentes raisons. Le problème principal, c'est que pour des raisons de historique, de sponsors, tout ça, la finale avait lieu à Fréjus, dans le tout fin fond sud-est de la France. Euh, et le problème, c'est que bah, l'équipe bretonne qui s'est qualifiée et l'équipe de Lille qui s'est qualifiée, et c'était très compliqué pour elle d'aller à Fréjus. Ça fait presque 12 heures de route pour y aller. Donc, euh, donc c'était vraiment très compliqué pour elle. Donc le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec seulement 4 équipes sur les 6 prévues initialement pour cette finale. Euh, et ainsi, le tournoi qui était censé être en 5 parties a eu lieu en 3 parties, ce qui est un peu moins bien, un petit peu dommageable. Mais bon, on avait quand même 4 très bonnes équipes qui étaient présentes. Et du coup, 3 très belles parties, 3 très belles rondes entre ces 4 équipes, dont on parlera un petit peu plus tard. Oh, tout à fait. Donc, en effet, c'est triste de se rendre compte que finalement, l'emplacement géographique peut poser des problèmes sur un championnat de cette envergure-là. Je ne sais pas comment sont sélectionnés, on va dire, les lieux, toutes ces choses-là, mais on sait qu'on est sur un circuit qui malheureusement est principalement associatif, avec pas de budget, on va pas se mentir. Et du coup, l'organisation des jets d'événements de tournois standard en France est compliqué. Des tournois en équipe demandent des lieux encore plus grands est aussi compliqué. Et du coup, pouvoir proposer, on va dire, ça à tout le monde et l'est encore plus. Ouais, là, voilà, principalement, c'était l'ancien sponsor de la OSFF, ça a changé, qui est proche de cette salle et qui souhaitait que ça soit dans cette salle. C'est lui qui avait choisi la date à ce moment-là et le lieu. Donc, on n'a pas trop pu revenir dessus, de ce que j'en ai compris. C'est pas moi qui gère ça, Mhm. c'est ce que j'en ai compris. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, c'est sûr qu'on en revient toujours au même problème. On est en France et sauf si tu vas à Paris, t'as forcément des gens qui vont être lésés, quoi. Et encore à Paris, les gens qui viennent de Marseille, ben, ça les embête un peu, mais c'est plus simple de faire Marseille-Paris que de faire Bretagne-Fréjus. Donc, mais pourtant, il y a quand même une équipe qui est venue de Toulouse, et Toulouse-Fréjus, c'est pas simple. Et même Paris-Fréjus, il y a une équipe qui est venue de Paris. Ils ont eu 10 heures de route aussi. Donc, il y a quand même des équipes qui ont fait un très beau chemin pour venir jusqu'à Fréjus. Mais il a fait super beau à Fréjus. Il y a la plage juste à côté de la salle. Il a fait beau. Donc, l'un dans l'autre, c'était
c'était chouette. C'était agréable. C'était agréable, ça c'est sûr. Bah écoute, pour continuer, donc reprenons sur le cheminement standard. Donc nous avons 6 équipes, finalement 4 à cause des problèmes logistiques. Le Mmh. fin fleuret de l'équipe française. Déjà félicitations à toutes les équipes qui ont pu se qualifier, tous les joueurs qui, malgré, il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant, ont pu démontrer qu'ils faisaient partie de l'élite française, donc félicitations à vous. Si vous aussi vous êtes nouveau joueur, joueur confirmé et que vous souhaitez participer à ce circuit, donc comme annoncé par Adrien, il vous suffira à partir du circuit l'année prochaine, monter une équipe de 8 joueurs, si j'ai bien compris, C'est et ça. participer du coup au tournoi qualificatif, blablabla, blablabla. Ces tournois qui sont dans toute la France. Normalement, vous en avez bah, par région, et puis si vous êtes motivé, vous pouvez en faire dans les régions des autres. C'est ça. On n'a pas encore les détails du circuit de l'année prochaine parce que donc le bureau de notre association va changer cet été et c'est lui qui va décider en très grande partie de comment ça va se dérouler. Mais on commence déjà à organiser, enfin, quand je dis on, c'est il commence déjà à organiser ce qui se passe l'année prochaine. Le calendrier va être un peu plus raccourci, c'est-à-dire que les tournois vont être plus tôt dans l'année. Je crois que les solos vont commencer dès septembre et les équipes devraient commencer avant la fin de l'année 2023. Donc voilà, faut se tenir au courant sur le site de la OSFF, sur le Discord, sur T3, parce que tous les tournois sont sur T3, donc vous pouvez les voir apparaître. Et voilà, que ce soit pour le solo ou pour l'équipe, comme on en a déjà parlé, venez en tournoi, il y a de tous les niveaux. Bon, c'est sûr qu'à la finale, il n'y avait pas de tous les niveaux, il y avait des bons joueurs qui s'étaient déjà qualifiés, mais en équipe, il y a de tous les niveaux. Vous en faisiez partie des gens qui viennent pour découvrir les tournois en équipe. Alors certes, on gagne pas, mais c'est pas grave. On fait des parties, on gagne une partie, son équipe peut gagner une ronde. Vous aviez gagné deux rondes, vous, sur les Oui, oui, cinq? on avait même fait comment ça Vous avez s'appelle, fait un un capping, capping, donc le seul capping du tournoi, carrément. exactement. Peut-être non, non, je crois qu'on avait fait un autre, mais ça changeait, on avait fait le premier Ouais, capping ouais, et peut-être même le seul du exactement. tournoi. Donc non, non, tous les joueurs peuvent venir jouer, il n'y a aucune restriction. Venez en Exactement, hein. tournoi. Vraiment, venez en tournoi. Déjà, tournoi solo, ça peut être des fois un peu intimidant, même si comme expliqué dans une autre vidéo, souvent on n'est pas obligé d'aller sur le gros tournoi de la région, mais sur des petits tournois un peu plus sympas pour se faire les dents. Et après, en équipe, vous avez un côté collaboratif, un exercice qui est différent parce qu'en fait, vous construisez votre liste vis-à-vis pas seulement de vos performances personnelles, mais plus essayer, si possible, entre guillemets, de combler les trous de vos coéquipiers. Non, non, vraiment, vraiment intéressant et on encourage tous les joueurs qui souhaitent, même les joueurs qui peuvent avoir des doutes, à venir discuter sur les Discord, sur les Facebook, poser des questions et venir se la donner tranquillement. Et, et trouver une équipe, hein, parce qu'évidemment, faire une équipe de 8, c'est pas simple pour tout le monde. Moi, nous, ça nous paraît simple parce qu'on est dans un club avec beaucoup de joueurs, donc on trouve assez facilement 8 copains, enfin 7 copains pour faire une équipe. Mais oui, pour des personnes qui jouent un peu dans leur coin, c'est pas simple. Donc, aller vers les Discord, les Facebook, les sites, ça permet de trouver une équipe, quoi. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des joueurs, donc Exactement, et puis même en plus de ça, on n'est vraiment pas sur, on est sur un système associatif, hein, donc on n'est pas sur un système de club licencié ou mm. bla bla bla. Vous pouvez très bien trouver 8 personnes, 2 personnes qui partent, vous les remplacez par 2 autres, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'entre guillemets, vous ayez un nom d'équipe qui corresponde et qui puisse vous accompagner sur un, 2 événements, quoi, hein. Il y a des personnes, je pense, qui sont mercenaires, qui doivent jouer dans plusieurs équipes et qui prennent du plaisir, pas à spécialement représenter une équipe, mais à se performer, à à se jouer. tester, hein. C'est ça. Exactement. Donc, Exactement. pour ce tournoi, on avait 4 équipes. On va un petit peu parler d'elles. Exactement ce que je Les voulais 4 savoir. équipes qui étaient présentes. On a une équipe de Toulouse qui s'était qualifiée il y a quelques semaines, donc à l'étape qualificative sud-ouest. Donc une équipe qui s'appelle Fig Occitan ou Fig Occitane, je sais pas trop. L'Occitanie, quoi, la région d'où ils viennent. Donc des Toulousains, 8 Toulousains, qui avaient gagné leur étape qualificative. J'en connais un ou deux parce que j'étais allé arbitrer un tournoi là-bas. Clairement, c'est l'équipe qui était un petit peu outsider du tournoi. Euh, on le verra après, les 3 autres équipes sont des grosses équipes. Cette équipe-là, même si elle s'est qualifiée, et je pense un petit cran en dessous. Euh, Formé mais ça peut-être plus reste des. tard. T'as dit quoi, excuse-moi? Formé peut-être un peu plus tard. Ouais, formés un peu plus tard, des joueurs un peu plus récents, avec peut-être un entraînement un petit peu moins assidu que les autres équipes, peut-être qu'ils jouent un peu moins, je les connais pas assez bien, mais oui, on en avait parlé parce que je connais très bien leur capitaine. Leur équipe est clairement un peu en dessous des 4 autres, mais ils peuvent clairement prendre des parties à n'importe qui, hein.
on est quand même sur un jeu aujourd'hui où bon, un total débutant peut pas battre une personne expérimentée, mais un joueur, lambda peut tout à fait gagner une partie contre un joueur très expérimenté. On est sur un jeu de dés avec des match-ups parfois compliqués, donc voilà, une équipe Les pas à prendre à la scénarios légère, compliqués. scénario compliqué et cetera. Donc voilà, une équipe qu'il faut pas non plus prendre à la légère, mais qui était clairement identifiée comme un petit peu en deçà des 4 autres. Mais encore une fois, voilà, à ne pas sous-estimer. Donc voilà, une équipe de Toulousains qui avait fait, une belle route pour venir nous rejoindre. En deuxième équipe, on a le Cartel, une équipe de Marseillais, donc eux, ils étaient quasiment à domicile, hein. Certains joueurs étaient d'ailleurs habitent très proches de Fréjus, je crois, d'autres habitent vers Marseille, donc 2 heures de route, grand max, donc eux étaient assez proches du tournoi, ils en étaient assez contents. Pour le coup, une grosse équipe, qui avait fini deuxième à l'étape qualificative, de la région ARA, derrière mon équipe et du coup, comme nous, on s'était qualifiés aussi à l'étape que toi tu avais fait à PACA, non, c'est l'inverse. Nous, on a fini premier à ARA et PACA, le Cartel a fini deuxième à PACA et du coup, s'est qualifié indirectement. Comme nous, on pouvait pas prendre 2 De places place. qualificatives, ça avait pas de sens. Donc voilà, et ils étaient très proches de nous en points, hein. Ils avaient failli être premiers devant nous, ça s'était joué vraiment à quelques points. Donc, une grosse équipe, des gros joueurs, notamment dans des noms à peu près connus dans leur équipe. Il y a Yada Krogan qui était l'année dernière, remplaçant pour l'équipe de France et qui a finalement joué dans l'équipe Nations Unies au championnat du monde. Donc un très gros joueur et puis il y a d'autres très bons joueurs dans leur équipe, Skevin, Rokugan et d'autres. Donc voilà, 8 très bons joueurs, enfin 8 bons joueurs, certains très bons joueurs dans leur roster. Donc voilà, une grosse équipe. Et les 2 dernières équipes, je les connais très bien parce qu'en fait, c'est mon équipe, à savoir la Meute du Sud et la Meute d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est une grosse équipe qui s'appelle la Meute et on s'est qualifié plusieurs fois. Donc on a fait en fait, on a coupé notre équipe en 2 de manière, on va dire administrative. On n'est qu'une seule équipe, mais pour les championnats de France, on s'est coupé en 2. Donc, plutôt une équipe avec les mecs qui viennent de Paris, qui viennent du nord de la France et plutôt une équipe avec les mecs qui viennent de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a réussi à se qualifier avec chacune des 2 équipes. Donc on est venu à la finale, avec en tout 16 joueurs et c'est là que ça nous a un petit peu forcément porté préjudice parce qu'au lieu d'envoyer une dream team avec nos 8 meilleurs joueurs, on a envoyé 2 très bonnes équipes quand même, hein. Mais dans chacune des équipes, on a dû aller chercher, on va dire pas des mecs qui sont à fond dans le jeu en ce moment. On avait chacune des équipes 1 ou 2 joueurs qu'on adore, c'est nos potes, mais qui sont un peu moins entraînés que les autres. Donc on n'avait pas 2 équipes au top du top, mais on avait quand même de très, très bonnes équipes, hein. Faut pas essayer d'amoindrir nos rosters. Donc voilà. Donc la meute d'en haut avec plutôt des Parisiens, avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Je crois qu'il y en a 5 joueurs de l'équipe de France, le capitaine de l'équipe de France qui jouait, et aussi un coach de l'équipe de France qui jouait. Et donc dans la meute du Sud, l'équipe dans laquelle j'étais, des très bons joueurs aussi, donc principalement des joueurs lyonnais, un Parisien mais ex-auvergnat, donc il vient du Sud aussi. Et, et voilà, donc moi, en tant que joueur d'équipe de France, il y avait aussi Arcane, coach de l'équipe de France, qui jouait avec moi. Et voilà, plein d'autres copains de la région lyonnaise. Bonne équipe également. Très bien. Ce qui est toujours intéressant, entre guillemets, c'est parce que vous connaissez entre vous et du coup, c'est plus facile de jauger, on va dire, le potentiel de chacun, mais aussi le point Ouais. négatif, c'est quand on se connaît, des fois, on n'est pas aussi très, comment dire, juste, on va dire, sur ses choix. Sur... Ouais, c'est tout à fait ça. Effectivement, moi, là, dans le tournoi, donc il y a 32 joueurs. Il y en a 20 que je connais super bien, 10 autres que je connais, que j'ai déjà croisé une ou deux fois, et 5, enfin, les derniers, je les connais de nom. En fait, je connaissais quasiment tous les joueurs là-bas. C'est ça qui était aussi sympa, c'est que, on va dire, à haut niveau de compétition en France, tout le monde se connaît. Et là, on était que 32 avec plein de joueurs, enfin, enfin, on se connaissait tous, quoi. Donc il y avait vraiment une super ambiance. Et aussi, on n'en a pas parlé, et je le répète, même si on en a déjà beaucoup parlé sur le Discord, l'événement était organisé par la Barba Team, c'est le club à Fréjus. Enfin, je sais pas s'ils sont que à Fréjus ou s'ils sont vers Marseille, Fréjus, tout ça. Mais en tout cas, l'organisation était au top. La salle est super, juste à côté de la plage, que ça soit les lots, la nourriture, les tables, voilà, tout au top. Donc, s'il y a des mecs de la Barba Team qui regardent cette vidéo, encore un gros big up pour l'événement qui était petits oignons. Tout à fait. Il faut rendre hommage Voilà. aux personnes qui font Ouais, les carrément. organisations des tournois. C'est jamais facile d'accueillir de nombreuses personnes. Déjà trouver des lieux, c'est compliqué. Et en plus, souvent, c'est donc du bénévolat. Donc on prend du temps pour faire vivre ce circuit-là. On a très peu
de visibilité et de notation entre guillemets à ce niveau-là. Donc quand les événements sont bien et que l'organisation est bien, il faut toujours le mettre en lumière. C'est important. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, Alors, bah voilà, donc 4 équipes, un tournoi donc uniquement le samedi. Le dimanche, on a fait des petites parties d'entraînement et des petites parties plage pour certains d'entre nous. Mais voilà, le tournoi en lui-même, du coup, avait lieu que le samedi. Chaque équipe allait rencontrer chaque équipe, hein. C'est l'avantage d'un tournoi à 4 équipes, c'est que tout le monde rencontre tout le monde. On marque des points et à la fin, celui qui a le plus de points, a gagné. très bien. Donc petit rappel peut-être sur le ouais, vas-y. Non, non, finis ton rappel. Non, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement d'un tournoi en équipe. On en a déjà parlé, mais rapidement. Donc, on est en équipe de 8 et il y a une première phase qu'on appelle une phase de pairing où en fait les 2 capitaines sont face à face et par un petit système qu'on appelle de pairing, ils vont décider quelle armée joue contre quelle armée sur quel scénario. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, c'est un petit peu un système de pick et ban, sans vraiment ban, mais c'est moi j'envoie quelqu'un, toi tu m'envoies 2 équipes, 2 armées. Du coup, je choisis celle-là parce que ça va permettre à mes autres armées qui aimaient pas trop combattre cette armée-là, d'avoir des match-ups plus positifs. Enfin, voilà. Tout un système d'appariement à l'issue duquel chaque joueur sait contre qui va jouer, sur quel scénario et sur quelle table. Et après, bah, les 8 parties ont lieu. On additionne les points ramenés sur 20 des 8 parties et ça nous fait un score pour chacune des équipes. Donc sur 100, il y a 160 points à se partager pour les deux équipes. Et en général, ça donne des scores de l'ordre de 100 à 60. Et voilà, la ronde est terminée. L'équipe qui a gagné 100 points a gagné. Et une fois que les 3 rondes sont terminées, on additionne les points et l'équipe qui a le plus de points est championne de France. Tout à fait. C'est le projet. C'est le Voilà. fonctionnement des équipes en équipe, ouais, tout à fait. C'est toujours C'est bien ça, de les c'est ça. rapporter. Alors, vous, de votre côté, donc, qu'est-ce que vous aviez comme roster, comme liste d'armées, comme faction? Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on fait la vidéo le 26 avril. Il y a beaucoup de Battle Tom qui viennent de sortir très récemment. Malheureusement, quand on fait un tournoi, il faut toujours arrêter la prise en compte des Battle Tom et des facs à une certaine date. On ne peut pas prendre en compte tout ce qui est sorti la veille parce qu'on n'a pas le temps, pas le recul. Donc pour cette finale, on ne prenait en compte ni Soulblight, ni Ossiark, qui étaient sortis vraiment il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je crois qu'elles sont sorties officiellement le samedi même, le samedi d'avant. Bref, peu Oui, importe. On ne prenait en compte ni Korn, ni Slanesh, ni Caradron. Ça, c'était une doléance de beaucoup de joueurs. Caradron est quand même sorti il y a un bon moment. Mais voilà, selon les règlements officiels de l'OSFF, c'était pas dans les délais. Donc on ne prenait pas le BT Caradron. On ne prenait pas non plus en compte le Battle Scroll qui était sorti la semaine juste avant. Là, c'était un peu juste niveau timing pour que les joueurs aient le recul nécessaire là-dessus. Donc, il n'y avait pas le Battle Scroll dont on a parlé dans la dernière vidéo. Allez la voir. Voilà. Donc, déjà, il faut prendre ça en compte. Ça explique les choix de roster parce que c'est des armées très fortes, hein. Tous les 5 que je viens de citer, dans les semaines, les mois à venir, on va les voir partout parce que les 5 BT ont carrément des choses à faire, hein. Donc voilà, ces 5 BT-là n'étaient pas pris en compte. On pouvait jouer les anciennes versions de ces BT, mais pas les nouvelles. oui, parce qu'il faut Euh, comprendre que quand l'organisateur pose une date et un encadrement, notamment sur ce type de tournoi, on peut pas en effet prendre les trucs trop récents parce qu'on n'a pas le recul. Des fois, il n'y a pas les facs qui sont mis à jour. Et même les armées, entre guillemets, n'ont pas eu le temps de s'entraîner, de c'est ça. comprendre le mécanisme des adversaires. Puis on Et non, peut vas-y, même vas-y. avoir des problèmes de règles en fait. Les BT récents, on préfère ne pas les jouer parce que souvent il y a des erreurs dans le BT et comme elles n'ont pas eu le temps d'être corrigées par Games, on préfère avoir une petite période de temporisation pour être sûr que Games a eu le recul nécessaire pour faker, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a besoin d'être faké. Et en plus de ça, c'est vrai que les BT qu'on a cités, les 5 derniers qui sont sortis en 3 mois, c'est une première fois que dans le game, et les mimes sont pensés à fond en 4 mois, sont des BT qui aujourd'hui, quand on regarde les résultats que font ces BT à l'international, sont des BT qui C'est fort. performent. On voit beaucoup de Korn faire des C'est bons fort. résultats, du Slanesh qui est moins joué faire du bon résultat. On commence à avoir des Soulblight qui sont, pareil, impressionnants, et Caradron qui vraiment, euh, Caradron, ils c'est sont fort. arrivés et qui, voilà, on Caradron, s'était dit Gloomspike, c'était très fort parce que en additionnant les points, on avait quelque chose qui était un peu vraiment surécrit, mais ce qui est arrivé derrière, voilà, ça joue aussi, hein. Ils sont pas là pour enfiler des perles, quoi. c'est clair. Du coup, de notre côté, en sachant que ces BT-là n'étaient pas jouables, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc un joueur qui jouait Slave to Darkness, une liste avec des Vanguard. J'ai plus sa liste exactement en tête, mais il jouait les ponts
pour potentiellement TP un pack de Varangard, 12 Varanguard, charger, le j'imagine. sortir d'un combat. Alors je sais plus s'il y avait des élus ou pas. Je crois que finalement Mm. il était sur du 12 Varangard, mais je mettrais pas ma main coupée. Mm. En tout cas, voilà, une liste assez classique avec du Varangard et peut-être des élus, je suis sûr. Mais voilà, un Slave to Darkness assez classique. Ensuite, on avait un joueur qui jouait Ogre, une Ogre full mammouth. Donc, si je dis pas de bêtises, 5 mammouths et 20 gnolars. Donc voilà, Qui est tout en très Ward à fort. 5, tout en voilà, ils ont tous l'action de monstre potentielle pour bouger de 3d6. Voilà, un rouleau compresseur de mammouth. On avait une petite liste Stormcast avec 8 dragons, la version avec le Castellan, c'est pas de Gardius, mais voilà, t'as des stacking de save, t'as le Ward Assist cité sur les objets, Mm. bidragons bien tanky qui peuvent faire mal, même si leur létalité est un petit peu aléatoire, mais En save à voilà, 0, ça tank bien. potentiellement. Ça tank bien. Même s'il y a mieux aujourd'hui, mais à l'époque, sans la sortie du BT Corn, c'est ce qui se faisait de mieux en termes de tanking, c'était solide. On avait un joueur Nighthaunt, une classique full Blade Guest. Voilà, plein de Blade Guest. Charge, qui met des BM à la charge, qui sature énormément, bonne prise de table, qui tank plutôt bien. Donc, une bonne liste. On avait une liste Nurgle, donc Arcane, le coach d'équipe de France qui jouait une liste Nurgle, que moi j'ai beaucoup testé. Donc avec Blood King et plein de bêtes de Nurgle à côté, donc pour charger en phase de mouvement adverse, le bloquer avec un slow pity, etc. Intéressant, c'est une Une armée liste qu'on voit assez. beaucoup moins. C'est une armée qu'on voit beaucoup moins, mais on le voit beaucoup moins avec la sortie des derniers BT. Dans la méta de l'époque, Nurgle avait encore une bonne place. C'est vrai que les 5 derniers BT qui sont sortis, Nurgle a un peu de mal à les gérer. Donc Nurgle s'éclipse petit à petit. En enlevant ces 5 BT, ça avait encore sa place dans un roster 8. Ça se négocie un peu. Aujourd'hui, c'est plus dur. On avait un joueur Gloomspite, qui jouait des Squigger, un peu de tout. C'était une liste un petit peu avec du Squig, hein. Enfin que du Squig, mais un petit peu de tout dans du Squig. Du Herd, il y avait du Hoppers, voilà. Une liste Luminette, alors c'est pas moi qui l'a joué, c'est un copain lyonnais. Moi j'ai laissé ma place de Luminette parce qu'il y avait notamment ce joueur-là qui jouait pas grand-chose d'autre et que moi je pouvais jouer d'autres trucs. Donc une liste Luminette full archer, ma petite création avec Yorin de l'équipe de France qu'on avait un peu taffé sur cette liste à l'époque. Elle a maturé depuis, mais voilà, une liste avec 60 archers à pied et 25 Queen Chargers. Un petit bonheur à affronter. C'est un rouleau compresseur Ouais. de tir. Et une belle Ouais, liste. une belle liste. Alors, pas de Teclis, hein, c'est la différence classique, parce que actuellement tout le monde joue Teclis en luminette. Donc voilà, on a essayé vraiment de créer une liste sans Teclis et on a réussi à créer quelque chose. Donc voilà, une liste sans luminette sans Teclis. Et moi, je jouais, du coup, j'ai laissé ma place de luminette, je jouais Zinch, une liste en guilde des invocateurs, donc qui invoque des ducs du changement Tous les pour pas tours. cher. Si tout va bien tous les tours, on en reparlera dans le débrief de mes games. Voilà, Kéros, 5 sorciers, 20 ping, 10 Kirik acolytes, des Endless Spell et un duc invoqué par tour si tout va bien. Et voilà. Donc un roster un peu de tout. Alors c'est un roster fait avec surtout ce que jouent les gens, même si les 8 armées sont très fortes, hein. Mais on n'a pas forcé les joueurs à jouer des trucs qu'ils ne jouent pas. Euh, Tout le monde jouait une liste qu'il connaît et qui sait jouer. Et ça, c'est un truc, je les connais pas assez pour pouvoir le dire à leur place, mais je pense que notamment les Toulousains ont peut-être trop forcé à vouloir avoir des très bonnes listes, et, parce qu'ils avaient des très bonnes listes, hein. Les 4 équipes avaient des listes excellentes qui font peur. Mais si j'ai bien compris, et c'était un de mes adversaires de leur équipe qui me l'a dit, certains joueurs ont dû jouer, je pense, des armées qu'ils ne maîtrisaient pas bien. Je pense que c'est pas rentable. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, hein, parce que peut-être qu'ils avaient 3 joueurs qui jouaient la même armée et du coup ils ont dû forcément sacrifier des joueurs sur d'autres armées. En tout cas, ils se sont retrouvés avec des joueurs qui jouaient pas leur armée principale, certes qui jouaient une liste très forte, mais du coup bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre un mec sur une liste très forte mais qui maîtrise moins plutôt que sur une armée de cœur? Typiquement, les Parisiens avaient un joueur Skaven qui ne joue quasiment que Skaven et on sait que Skaven aujourd'hui est un peu boudé dans la méta, notamment en équipe. Et il s'en est très bien sorti sur le week-end parce que c'est son armée, quoi. Et que ça reste une bonne armée. Donc une bonne armée dans les mains d'un mec qui la connaît parfaitement est souvent meilleure qu'une excellente armée dans les mains de quelqu'un qui C'est vrai maîtrise pas que, trop. comment dire, par expérience, on va dire que le cerveau fonctionne plus facilement, trouve plus facilement des réponses à des situations quand on sait ce qu'on joue, quand Ah, on bien connaît sûr. le potentiel,
Alors que quand on nous dit ouais, ça c'est très fort, joue ça, la première fois qu'on va dedans, on comprend le fonctionnement, on comprend les combos, parce qu'on a l'habitude, c'est les mêmes règles pour tout le monde, la même manière, il y a pas un truc magique sorti de nulle part que personne ne joue, comparé à d'autres jeux où ça peut être le cas des fois avec des armées. Mais c'est vrai que ne pas connaître des fois la puissance, la létalité, la capacité de Bien mouvement d'une sûr. armée, Ça vaut cher, ouais. exactement. Et ça fait que bah, une décision peut être prise à un moment facilement parce qu'on sait ce qu'on peut faire et quand on n'a pas l'habitude, peut être plutôt des fois plus délicat, voire on peut ne pas l'avoir. Un Bien joueur sûr. d'expérience va dire mais t'as pas vu ça là? Et l'adversaire va dire bah non, j'y ai pas pensé et tu Ouais, dis j'ai pas bah pensé ou j'ai pas osé parce hmm, que j'ai pas le recul, j'ai pas assez d'expérience sur la liste, donc on fait des erreurs ou des non-choix, des mauvais choix, ouais, carrément. hmm, Alors que le exactement. joueur Skaven qui a je ne sais pas combien de centaines de parties en Skaven, certes son armée est un cran en dessous, mais il a tout vu, il a tout testé, il sait exactement ce que fait son armée. Il fait aucune erreur parce qu'il connaît son armée par cœur, donc Il en a les mangé de la réflexions sont Valkyrie. plus rapides. Bon, oui, lui, il en a mangé beaucoup trop, le Valkyrie. Heu, 1re ronde, on se retrouve et on le savait depuis quelques jours parce qu'on nous avait annoncé les pairings de la première ronde, je crois une petite semaine avant. Heu, on joue contre les Toulousains, justement. Donc, nous, la meute du Sud, on joue contre les Toulousains et du coup, la meute du Nord jouait contre le Cartel. Donc nous, on jouait contre les Toulousains, on sort du pairing, donc de la phase où les capitaines, décident qui joue contre quoi, assez content. Hem, Petit sourire. ass Petit sourire, mais bon, on était quand même relativement serein, on a quand même 8 très bonnes listes. Notre capitaine sait très bien faire des pairings, même si l'or a pas démérité du tout, hein. Mais, on sort assez content, même si voilà, on n'est pas du tout sûr de caper. Caper, c'est faire 120 points, c'est le maximum qu'on peut faire sur une ronde, parce que même si vous mettez, on va dire 160 à 0 à l'équipe en face, le score sera ramené à 120 à 40 pour pas justement qu'une équipe s'envole suite à une ronde qui a été, exceptionnellement bien. Donc caper, c'est faire 120 points et clairement, si on veut gagner un tournoi, bah, surtout quand on tombe contre l'équipe qui est un peu en dessous, il faut essayer de caper, quoi. Donc là, on en est loin, hein, on est serein, mais on n'est pas du tout sur le point de se dire qu'on va caper, donc tout le monde doit jouer ses games à 100. Donc voilà, moi je me retrouve donc moi je joue Zinch et je me retrouve face à leur joueur Slave to Darkness et donc c'est ce que je disais, c'est un joueur qui me dit qu'il est sur ses premières games en Slave to Darkness, qu'il n'a pas énormément d'expérience sur l'armée, que c'est pas ses figurines et ça joue mine de rien quand tu joues avec tes figurines, tu as aussi un petit truc. C'est pas ses figurines, c'est pas son armée principale. Alors je doute pas qu'il s'est entraîné avant, hein, mais voilà, c'est ce qu'on disait, il manque peut-être d'expérience sur son armée. Une Slave to Darkness, pour le coup, là, très classique, 10 chevaliers du chaos en Nurgle, 6 Varangard, 3 Varangard, 3 Varangard et des petits persos à côté. Un pack de Corvus Cabal pour faible dans un coin et prendre un petit objet ou un petit décor et voilà, en tout droit en avant Guingamp et on sature et on fait mal. Très bien. Comment On tu te paierais, sort toi? Tu te sentais comment face à ça? Moi, j'étais confiant, je peux pas mettre de très gros scores face à ça en théorie, parce que les Vanguard avec leur Ward à 4 tankent beaucoup mes dégâts magiques. Mais en fait, il a pas assez de létalité pour passer un pack de pink, surtout si j'ai pu le mettre en Mystic Shield, protection à 5 et cetera. Et une fois que ces Vanguard sont lockés dans un pack de pink, Elles sont moins létales. avec le -1 pour toucher et cetera, ils s'empêtrent, quoi. Ça peut quand même craquer pour lui, hein, si jamais il a une phase de combat qui est un tout petit peu au-dessus de la stat, il peut me sécher un pack de ping d'un coup, avec les 2 activations d'un pack de Vanguard, il peut potentiellement mettre un peu de pression. Mais voilà, je suis quand même relativement confiant. On est sur le scénario, si je dis pas de bêtises, ni du space ou Pass of a Champion, en tout cas 4 objectifs dans les non, c'était je sais plus. Ah non, c'était les idoles, en présence d'idoles. Donc les 3 objectifs en diagonale, un au milieu, un dans chaque no man's land et on se déploie sur le quart de table. Heu, c'est un scénario qui m'embête un tout petit peu parce qu'il peut m'enfermer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ça n'a pas d'objectif chez nous et comme il a le choix de l'init, il est en une pause, il peut décider de m'enfermer chez moi et mon armée a un peu de mal à sortir une fois qu'elle est enfermée. J'ai pas grand-chose, hein, mes packs, mes unités, c'est des lignes, ça, c'est des pings, ça vole pas. Mes sorciers vont pas partir tout seuls dans des coins, donc je peux invoquer des ducs en envoyant mes sorciers loin, invoquer des ducs près d'eux, mais voilà, j'ai pas une grosse présence sur table qui s'expand. Donc j'ai un peu peur qu'il m'enferme chez moi et que je prenne du retard au primaire, mais il peut pas empêcher mes battles tactiques et à un moment, la létalité, ça va normalement, c'est pour moi au bout d'un moment dans la game. Très bien. Du coup, il prend le premier. Non, il me laisse jouer en premier, ce qui est tout à fait normal. Il se déploie hors de portée de mes sorciers.
Moi, je fais une phase de magie dans le vide. Je buff un pack de pink, j'envoie mes sorts dans le vide pour monter mes points d'invoque. J'invoque un petit duc, je joue très safe, je reste dans mon château et voilà, je fais un gros château sur, l'objet du milieu et l'objet qui est près de chez moi et bah, j'attends, je serre les fesses entre mes décors avec mes pinks bien buffés et j'attends de me faire impacter par toute son armée qui donc a course et charge, potentiellement charge à 3d6, voilà, c'est impossible d'esquiver sur ce genre de scénario frontaux, une charge, de Varanguard. La projection est énorme. Donc voilà, je me pose sur les objets et je vais me prendre son double tour 1-2. Il a hésité à me laisser jouer en deuxième et j'avoue que moi, si j'avais eu l'initiative du T2, je sais pas trop, je pense que je l'aurais laissé jouer. C'était un choix super dur qu'il avait. Même moi, je savais pas trop quoi faire à sa place. Donc il prend le double tour et malheureusement, bah voilà, comme j'ai dit, la première phase de corps à corps des Vanguard n'a pas été assez impactante. Elle n'a pas été spécialement sous stat, mais elle n'a pas été au-dessus, ce qui fait que, en plus avec les décors, il pouvait pas tous taper. Il a peut-être fait un mauvais choix, il a envoyé son pack de guerrier, de chevalier du chaos aussi à fond dans mes pinks. Ça prenait beaucoup de place, ce qui a empêché des Vanguard de taper. Alors que les chevaliers du chaos, avec le -1 pour toucher, ils font quasiment pas de dégâts. Donc il s'est peut-être un peu bloqué des possibilités, mais ce qui fait qu'en fait, il s'est empêtré 2 tours dans un pack de pink. Alors buffé, à fond, hein, mais il s'est empêtré 2 tours dedans et ce qui fait que moi derrière, je crois que j'ai le double tour 2-3 et là, je vais lui faire super mal. Parce que donc sur le double tour 2-3, tout va bien se passer, donc je vais invoquer un du côté 2, un du côté 3. Faut savoir, c'est que les ducs du changement, on a l'impression que c'est juste des magiciens, mais en fait non, ça tape assez fort au corps à corps. Ça a quand même 14 PV, -1 pour être touché, ça peut se mettre en heure de gloire, donc ça tank plutôt bien. Notamment 3 Varangard, en fait, ça tue pas un duc du changement en une activation, donc ça tank bien. Et du coup, bah, j'ai envoyé tous mes ducs tapés, Kéros aussi. Non, Kéros a pas eu la place pour les taper. Mais voilà, c'est une armée où il faut pas hésiter, et ça surprend souvent, à aller taper avec tes magiciens, avec Kéros pour mettre du dégât, parce que oui, la phase de magie fait mal, mais bah, voilà, t'as quand même des monstres qui se tombent, qui roarent, qui mettent des patates en Rennes-2, dégâts 3, donc ça tape. Et je crois qu'à la fin de mon T3, il ne reste plus que son pack de chevalier du chaos. Alors que là, pour le coup, lui, j'ai beaucoup de mal à lui faire des dégâts, mais ils sont empêtrés dans de la pink sur l'objet du milieu. Et je compte pour plus que lui sur l'objet du milieu parce que j'ai 3 ducs sur l'objet du milieu. Donc la partie est finie au T3. Il va encore faire une tactique de bataille et tenter de gratter des points. Et ça finit sur un 16-4, parce que moi j'ai toutes mes tactiques. Et voilà, il a réussi quand même à gratter des points, hein, parce que du coup, sur son double tour, à chaque fois, il a 2 objets plus que moi, il fait sa tactique, il arrive à gratter une tactique au T3. Et moi, sur mon T2, j'arrive pas à reprendre l'objet du milieu ni le sien, donc je fais un tour un peu à blanc niveau scoring, ce qui fait qu'il met quand même 4 points. Mais la game a été plutôt tranquille pour moi. Après son T1, en fait, où il a pas réussi à passer le premier pack de Pinks, en double activant son pack de Sivernguard, qui est sa menace principale, j'étais très tranquille. Il avait plus aucune chance de choper mes sorciers. Du coup, j'étais à l'aise, quoi. C'est vrai que c'est le souci un peu entre guillemets, moi pour jouer Streets to Darkness sur des armées comme la tienne qui, vu que t'as pas de tir, tu peux pas aller chercher les mecs de derrière. Toi, t'es Ah, c'est ça, ouais. assez tanky de manière générale, ton château est difficile à passer. Les 10 chevaliers, c'est très défensif. Ils servent à rien contre moi, ouais, les 10 Voilà, c'est chevaliers. ça. C'est-à-dire que tu payes une unité qui est incapable de faire quoi que ce soit. Toi, t'aimes bien quand ils sont marqués de Nurgle, les envoyer dans le château adverse et l'adversaire, il est engagé avec, il n'arrive pas à les tomber, il est Ouais. englué dedans. Mais toi, c'est toi la glu. Donc Moi, en j'ai fait, tourné autour, ouais, j'ai tourné autour et le ouais, fait d'être englué me va très bien aussi. exactement. Un pack de pink contre un pack de guerrier du chaos au milieu de la table, ça me va très bien, quoi. Il avait pas le choix, hein, et donc il Exactement. a Et fait le ce qu'il fallait. deuxième point aussi, je pense qui est compliqué pour en tant que Slave to Darkness, c'est que t'as pas beaucoup de points de vie entre guillemets, parce que quand tu fais le ratio coût et points de vie, par exemple des Ah bah, bien sûr. Varangard, c'est que 5 points de vie la Varangard. Donc quand t'en Ouais, perds un au corps à corps, une deuxième, tu peux pas mettre le bouclier mystique sur ah, tout le bien sûr. monde. Et toi, Ah, surtout que contre Zinch, voilà, tes t'es sorts, ils meilleur à la passent pas magie. souvent, hein. Exactement. Donc je Et mine de pense rien, les qu'en effet, c'est pinks, difficile. ouais, les pinks, que ça soit au tir ou au corps à corps, bah, t'es en save à 3, quoi. Donc, à moins que tu pètes ton CP à chaque fois, tu vas te faire perdre des PV. Tu vois, j'ai pas fait le compte, hein, mais mes pinks au corps à corps, elles ont dû tomber presque autant de Vanguard que ma phase de héros. Parce qu'entre la ward à 4 et une save à 3, je sature tellement que, bah, finalement, il perd une Vanguard par-ci, un chevalier par-là, et à terme, il s'essouffle super vite. Alors que moi, je m'essouffle pas, j'ai invoqué un duc par tour, j'ai mes packs de pink qui sont solides, donc,
Ouais, C'est c'est le la late game était facilité. pour moi. C'est la Fallait juste tanker le T1, facilité quoi. de, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est la facilité de jouer contre cette liste quand on est en un petit trône, c'est que c'est facile à jouer. Vous avez une cavalerie, c'est course et charge, tout Ça court, va tout tout droit. charge, et tu charges à 3d6, c'est très facile. Moi, c'est la première fois que j'ai joué ça, et j'ai dit, ah, c'est agréable. Premier tournoi que j'ai fait, parce qu'en fait, C'est fort. c'est fort, tu prends pas trop de risques, tu jettes des dés et tu vas tout droit. Mais en effet, sur des Ouais. trucs qui sont très résilients, et Ah bah, si tu notamment passes pas, tu demain, passes pas, hein. avec Aussi arc, Ossiark et tu t'empales. les vampires, c'est pareil, hein, tu vas vite, vite t'empaler et tu vas avoir un peu de mal à jouer. Ouais. Ouais, cette version d'STD qui a fait très peur et qui était objectivement très forte à la sortie du BT, c'est très rapidement épuisé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de match-up qu'elle passait Mm, pas et il y en a de plus en plus qu'elle passe pas. Et en fait, ce genre d'armée, c'est une armée all-in. Si tu passes pas ton T1, tu passes pas. Et contrairement à l'Iron Joe, qui est une armée all-in, mais qui a d'autres choses, l'Iron Joe peut temporiser, peut avancer, reculer. Slave to Darkness, t'avances. Et mm. si tu passes pas, tu passes pas. Donc là, il est pas passé. Ouais, c'est ça. Mais il n'a pas fait d'erreur majeure, deux, trois petites décisions dont on a parlé après la game. Très bien. Et sur le reste de la ronde, globalement, ça s'est bien passé. On perd 3 parties. Donc, on a notre Slave to Darkness qui perd contre un Stormcast. On a notre Ogre qui perd contre un Luminette. Donc, c'était une armée Luminette exactement comme la nôtre, une full archer, parce que c'est un mec que je connais très bien et qui m'a entre guillemets copié l'armée, mais on se discute souvent. Donc, en fait, il faisait plus un test pour mon armée qu'autre chose. Et ça s'est très bien passé pour lui contre le Ogre, donc on perd ça. Et on a notre Gloomspite qui perd face à un fake, le fake 2 x 9 horreurs, et il a réussi à 3 reprises à laisser une horreur toute seule en vie, qui revient presque Ah, full ça, c'est. Ouais. au tour d'après. Donc ça s'est pas bien passé. Bon, c'est des parties, ils font 2 points, 3 points, 5 points, donc des grosses défaites. On gagne les 5 autres parties, mais voilà, il y a eu des petites victoires un peu serrées. Genre, moi, je fais 16-4, on a un 13-7. Donc, au total, on gagne 95-65. C'est un très bon score, objectivement, mais très loin du capping. Comme j'avais dit, on n'était pas ultra bien dans le pairing non plus, même si on était serein. Donc, finalement, ça s'est passé voilà, comme prévu. On fait une victoire, une belle victoire, mais voilà, pas non plus un score fleuve comme on aurait dû, enfin, comme on aurait peut-être espéré l'avoir contre cette équipe. Mais voilà, ça montre bien que certes l'équipe était un petit peu plus faible que nous, je pense, mais clairement, ils ont gagné 3 parties et les autres étaient accrochés. Donc, une très belle ronde Tout à fait, ça a bien pour, joué. Ok. commencer. Ouais, hein, ça a très Ce bien qui joué. fait que ça vous propulse, du coup, on va parler en table, mais c'est pas vraiment des tables. À quel niveau par rapport Bah, on aux est autres équipes? premier parce que sur l'autre round, il y a eu une égalité, on va dire. La meute du Nord, donc la meute des Parisiens, a gagné 81-79 contre le Ah cartel. oui. Donc Ouf. une quasi-égalité, même si officiellement la meute du Nord a gagné, hein, de 2 points. Mais une ronde ultra serrée qui montre bien que, encore une fois, le cartel est une super équipe parce qu'ils arrivent à accrocher. Donc voilà, la meute d'en haut était, en tout cas de mon point de vue, l'équipe favorite pour ce tournoi. On est sur 5 joueurs de l'équipe de France et non même 6 en fait. Ouais, ça, 6 joueurs de l'équipe de France, le capitaine de l'équipe de France et un des assistants coach de l'équipe de France qui est le joueur Scaven, qui est un peu en dessous des autres, mais qui joue bien, hein. S'il regarde la vidéo, je l'embrasse évidemment. Big up. Mais bon, il le dira lui-même, hein, il était clairement le joueur le plus en dessous de son équipe, mais ça se trouve, c'est même pas lui qui a fait le pire résultat, d'ailleurs, je crois même pas, hein. Il a très bien joué ses Scaven, je crois qu'il fait 2-1 au total. Donc voilà, c'est l'équipe qui faisait peur, clairement, même si, encore une fois, tout le monde pouvait gagner. Et on verra de quoi l'avenir sera fait. Très bien. Donc là, petite pause pour manger, j'imagine, prendre le soleil, Exactement. petite chicha Petite... pomme sur la plage. Alors, on n'est pas allé sur la plage, en tout cas pas nous, mais il faisait beau, donc il y en a qui ont mangé dehors. On a fait une pause assez rapide pour pouvoir enchaîner. Euh, on a mangé, alors c'était super, il nous a déjà fait ça parce qu'il y avait déjà une qualification à Fréjus. Une espèce de gros plateau avec charcuterie, fromage, des fruits, des noix, enfin un truc nickel. Vraiment, l'orga dans toutes les parties. Ça, c'est un truc que je crois n'avoir jamais vu dans un tournoi. Pendant les parties, t'as un mec qui vient et qui te demande si tu veux. Alors, c'est payant, bien sûr, hein, faut pas déconner, mais qui te demande si tu veux boisson, crêpes, gaufres, machin, à table. Donc, Avec nickel. son petit Franchement, chariot, c'est ça, exactement. Donc, propre. Bonne idée. ça, vraiment nickel. Euh, donc, voilà, petite pause rapide quand même, hein. Nous, on n'a pas profité tant que ça du soleil sur le samedi. Mais petite pause nickel. Et on nous annonce qu'on va jouer contre la meute d'en haut. Justement, ça va être le duel fratricide de la meute d'en haut contre la meute du sud, pendant que les Marseillais vont rencontrer les Toulousains. Très bien.
tout à Donc fait. là, bah, réunion de famille, photos, Réunion de petite, famille, on a pu faire notre petite cri de guerre à 16, parce c'est que ça n'avait aucun ça, sens, mais c'était drôle. Alors, ce qu'il faut petite, savoir, c'est que donc nous, on était 2 équipes La Meute, mais il y avait aussi 2 joueurs de La Meute dans les Marseillais et un joueur de La Meute chez les Toulousains. Vraiment, il y avait, en tout, des 19 joueurs. infiltrés et des Il y avait des infiltrés. infiltrés, exactement. Donc ça, c'était vraiment la réunion de notre équipe, sur je crois qu'on est 22 joueurs dans notre équipe et il y en avait 19 à ce tournoi-là, quoi, donc c'était assez marrant. Ah, Hem, parfait, parfait. Donc là, maintenant, bah, plus facile pour le pairing, plus difficile. non, ils ont 8 très belles armées avec, des très bons joueurs, donc vraiment le pairing surtout que nous, bon ça, on peut l'annoncer publiquement, on a eu les listes assez tard pour le tournoi, voire même très tard pour des raisons d'organisation. Heu, les autres équipes ont fait assez rapidement ce dont on avait déjà parlé, les estimés, chaque joueur dit comment il se sent face aux armées en face. Nous, on y allait les mains dans les poches. Heu, Pas voilà, bien. donc on a fait les pairings, moi et le capitaine, avec les autres joueurs autour, un peu au feeling, mais ça s'est bien passé, hein, donc voilà. Ce pairing se passe plutôt bien. Honnêtement, on est assez content, même s'il y a certaines tables où on sait pas trop, ce que ça vaut, mais on De sort du sacrifier, pairing quoi. assez content. Ouais, bah, il y a toujours, hein, des sacrifiés. Heu, moi, je me retrouve donc face à Loukrage, Camille, hein, de l'équipe de France, qui joue son Iron Joe, avec, la petite pépite du BT depuis quelques facs, c'est, le méga boss à À pied pied. avec Tunnel Master qui peut se TP pendant la phase de héros, puis faire une phase de move et donc qui a une charge à 5. Vous lui mettez la destroyeuse, donc il a 7 patates, dégâts 5, il tape en mourant, c'est un Gaëtan champion, donc s'il est encore engagé à ta phase de héros, il te remet une petite sauce. Voilà, un beau bébé. Mais ça lui coûte le one drop malheureusement, on peut pas tout avoir. Donc une Mokrocha, 2 War Chanteur, le méga boss, le Tunnel Master, méga boss et après du cochon. Il y en a 18 dans cette liste de cochons. Une bonne petite liste, par contre je suis très confiant. C'est un match-up que j'ai déjà fait beaucoup. Alors pas avec sa liste exactement, mais Zinch contre Iron Joe, c'est un très bon match-up. Il a il a de quoi passer les pinks, mais pas assez vite et on peut l'enfermer très facilement chez lui. Nous, on a énormément de létalité, hein, parce que lui, c'est du PV sans ward. Même nos pinks, vu qu'il est en save à 4, ça leur fait beaucoup de dégâts en grattant. Donc voilà, je suis assez confiant et globalement, ça va bien se passer. Alors je joue risqué, c'est-à-dire que je le laisse commencer. Je savais que c'était une connerie, je pouvais l'enfermer chez lui assez facilement, mais en le laissant commencer, je me laisse la possibilité de le double tour après et de lui faire super mal. Et c'est ça qui va se passer. J'ai le double tour T1, T2 et lui, et j'ai limite T3. Et sur limite T3, je le table rase. Il lui reste juste son méga boss Tunnel Master dans un coin qui essaye de faire une tactique mais qui la rate. Donc ça se passe super bien. Donc je fais 20-0. S'il avait eu une init, il me grattait des points. Je gagnais quoi qu'il arrive, mais ça aurait été un 15-5, un 16-4 ou un 18-2 probablement en fonction de quelle init il avait. Voilà, c'est un match-up que vraiment même lui, hein, il était sacrifié. Il le savait, en venant, il allait faire tout son possible pour gratter des points, mais il Il était est pas arrivé. sacrifié sur moi. Il a pas réussi. Les inits, ont été en ma faveur. On était sur quel scénario là-dessus? On était sur, Only the Worthy, le scénario où les Gaëtan champions sont prioritaires, ce qui Ah va oui. lui permettre de gratter un peu de points parce qu'il a, donc son méga boss, les 2 War War Chanteur. Chanteurs, il a aussi un petit chaman. Alors certes que je peux sniper facilement, mais je crois qu'il y a un tour où il me gratte un point parce qu'il y a un chaman non, il y a un j'ai un duc qui est en tête-à-tête avec un War Chanteur et le War Chanteur survit à 1 PV et donc garde son objectif parce qu'il est prioritaire. Ça change pas grand-chose à l'issue de la partie, mais ça aurait pu. Sur les autres tables, on a une table où vraiment on a été content. On a eu beaucoup de chance aussi sur cette table, mais ça a joué beaucoup parce que c'est un match-up très explosif. C'était donc la Full Mammouth contre une Teclis. Full Mammouth de notre côté, Teclis de leur côté. Et tout s'est bien passé pour le Full Mammouth qui a eu toutes les bonnes inits et une phase de tir complètement nulle du Luminette. Il a tout qu'à rater, quoi. Ce qui fait qu'il arrive à lui mettre 20-0. Il était sur le scénario à victoire automatique et il gagnait au T3. Ce qui normalement est pas trop possible, mais quand vraiment tout s'aligne et que le Luminette a un tour de malchance, ça peut arriver, donc c'est arrivé. Donc très content de ce côté-là. Et après, les autres parties assez serrées. Des petites victoires, des 14, des 12, des 14. Si on a notre Luminette à nous qui prend aussi 20-0 face au Gloomspite, donc joué par Yorin, le champion du monde en titre, avec une liste très poétique, hein. Donc c'était une partie à sens unique.
Déjà que le match-up est pas bon, face à un joueur qui joue parfaitement la liste, c'est compliqué. Et finalement, on arrive à gagner la ronde 90-70 et du coup, nous, notre tournoi était terminé. On avait gagné contre les Parisiens, c'était notre seul objectif. On avait montré que la meute du Sud était meilleure que la meute d'en C'était la haut. On souquette. a Ah non, mais c'était même pas la soucade, c'était la quête absolue. On était, parce que ça fait des mois et des mois qu'on se taunte les uns les autres, évidemment au sein de notre équipe, sur la meute d'en haut qui est meilleure que la meute d'en haut du bas ou l'inverse, et cetera. Donc là, il y avait plus de doute, on leur a mis une victoire. Alors pas une énorme victoire, mais quand même, hein, 90-70, Ouais, ça joue, quoi. c'est une belle ronde. Donc non, non, on était très contents. Et alors que je dise pas de bêtises, faut que j'aille le chercher en même temps. Donc de l'autre côté, le cartel fait une victoire, mais assez petite aussi contre Figue Occitan, contre les Toulousains. Ils gagnent 88-72. Donc que des parties serrées, hein, que des rondes très serrées. Et donc on se retrouve premier avec une avance correcte, pas énorme, mais correcte sur ceux d'après. Parce on a fait quoi? On a fait 185 points et les seconds, bah, c'est le cartel et ils ont 176. Donc on a 9 bons points d'avance sur le deuxième, ce qui est pas énorme, mais Mais voilà, confortable. on est confiant et on va jouer contre eux parce que donc on n'a pas encore joué contre le cartel, donc on va jouer contre eux et clairement, bah, tout peut arriver, hein. On est là, c'est le moment dans un tournoi où tu comptes les points, tu te dis alors attends, si on fait ce score-là, on est sûr d'être premier, nanana, on fait tous les comptes. Et donc on calcule que si on fait, je crois, 87 points de victoire, on est premier quoi qu'il arrive. Si on fait un peu moins, on peut quand même gagner, mais ça va dépendre de l'autre ronde. Donc voilà, alors je dirais pas qu'on part confiant, parce que le cartel, c'est une excellente équipe. Ils l'ont montré bah, dans leurs 2 rondes d'avant. Ils font une égalité face aux Parisiens et une victoire face aux Toulousains, donc une très grosse ronde. Mais voilà, on est quand même relativement confiant parce qu'on est premier et qu'une petite victoire nous assure de gagner le tournoi. Donc on part là-dessus pour le pairing de la dernière ronde. Très bien. Pareil, pairing confiant, pairing compliqué, des grosses listes en face, hein, sans doute. Des grosses listes en face, hein, évidemment. Pairing compliqué. Là, pour le coup, on n'est pas content. Enfin, pas content, je dirais pas ça, mais c'est chaud. Pairing pas fou. On a beaucoup de match-up où clairement, soit on sait qu'on est derrière, soit c'est chaud. Moi, c'est le cas. Je me retrouve face à un Beast of Chaos. Donc un peu particulier, pas un Beast of Chaos avec des Minotaurs. Beast of Chaos avec que des Tsangor Enlightened, des Tsangor à pied. Euh, beaucoup Bellacor. trop de PV. Non, pas de bel accord. Pas de bel accord, plusieurs persos, 2 sur 10, 15 chaman, voilà. Je suis pas mal dans le match-up, mais je suis clairement pas serein. De toute façon, être serein face à un Beast of Chaos aujourd'hui, c'est un peu dur, parce que c'est très oppressant comme armée. Oui, Ça arrive de partout, tu sais jamais quel est le plan de jeu qu'il va prendre, il va mettre tout en faible, tu sais pas où et quand il va arriver, oui, puis c'est donc pas c'est une pas armée simple. qui est spécialement designée en mode ça, c'est ma grosse Death Star, parce que Mm, à partir du T2, vu que tout le monde gagne un rend, bah toute l'armée au final c'est ça. peut être la Death Star, quoi. Donc, Ouais, exactement. On a notre Gloomspite qui joue contre un Slave to Darkness, et on n'est pas très serein là-dessus. On a notre Ogre Mammouth qui repart encore une fois sur un Luminette. Il aura pris 3 Luminettes dans le week-end. Donc il a fait un 20-0 et il a pris un 17-3. Donc on sait très bien que c'est un match-up explosif. Donc ouais, c'est un match-up où il peut nous ramener un 20 comme se prendre un 20. On a notre Luminette qui joue contre un Stormcast, un match-up compliqué. On a notre Night Taunt qui joue contre un Zinch. Là pour le coup c'est un sacrifice, il peut pas faire grand-chose. On a notre Nurgle qui joue contre un Night Taunt. Là, pour le coup, on est très confiant, c'est un très bon match-up. On a notre Slave to Darkness qui joue contre un Gloomspite, c'est super dur. Donc, moi, je joue contre le Beast of Chaos, c'est tendu. Et on a notre Stormcast qui joue contre un Ogre Mammouth aussi. Pareil, un match-up très compliqué. Donc, voilà, on a que des tables compliquées qui peuvent tourner dans les deux sens, mais du coup, ça va jouer sur table, aux décisions et aux dés, quoi. Donc, pas un pairing où on sort très confiant, oui, là, en gros, vous clairement. partez suite au pairing, Ah, vous faut se dites, bon, battre, on quoi. a 60, 70 points, va falloir aller gratter les points suivants, quoi. Ah, c'est ça, là, ça dépend de nous, quoi. Il y a des pairings où tu dis, il suffit juste de, voilà, jouer tranquille, faut jouer bien, mais si on fait ce qu'on sait faire, ça devrait le faire. Là, il fallait, comme on dit, sortir les doigts, quoi, pour la gagner. Donc, complexe, mais faisable. Donc, on part de votre partie. Moi, partie très tendue. Elle a été très longue, elle a duré jusqu'à la fin. On était tous les deux cloqués à la fin, ce qui a d'ailleurs créé un peu de tension. Euh, j'ai pas les inits, mais c'est la vie, hein, il les a toutes, ce qui fait que je suis vraiment en train de gratter. Je prends une mauvaise décision à un moment,
J'avais l'occasion d'aller péter sa pierre avec un de mes ducs et je préfère, aller prendre des points d'objectif assurés plutôt que péter sa pierre, ce qui va me coûter cher. Donc j'ai fait cette petite erreur et d'autres erreurs sur la fin de partie parce que j'étais cloqué, hein, fallait que je joue super vite. Donc, quand on joue super vite, forcément on fait des erreurs. Je m'en suis rendu compte après. Je gagne 12-8, malgré tout. Sans la cloque, je pouvais clairement gagner 14 voire 15 si j'avais 2-3 minutes de plus que j'ai pas eu malheureusement. Donc, tant pis pour moi, hein, j'ai été trop lent sur mon début de partie. Je peux en vouloir qu'à moi-même. Donc, je gagne, mais clairement pas de beaucoup, hein, 12-8, j'aurais pu avoir plus. Je suis un peu déçu de cette partie parce que ouais, je me rends compte des erreurs que j'ai faites, du temps que j'ai perdu pour rien qui me coûte cher sur la fin. Mais une super partie, hein, clairement tendue jusqu'au bout, donc génial. Fallait mettre les ducs directement sur la table, pas les sortir la mallette à chaque fois. Alors ça, ils étaient prêts là. En plus, ça, ils mouraient vite les ducs, donc d'ailleurs, oui, j'ai pas précisé, sur mes 2 premières parties, même si on n'a pas joué les T4, T5, j'ai pu avoir mes 5 ducs invoqués. Sur cette partie, je vais en invoquer que 3. Ouais, 1, 2, 3. Peut-être 4. Non, 3. J'ai pas le temps d'invoquer le dernier. Donc j'ai en tout sur le tournoi, j'ai invoqué 13 ducs en 3 parties. Donc, 2000 3200 points d'armée. J'ai joué, avec 3200 points bonus. C'est Félicitations. une bonne armée. Ouais, franchement pas mal. Zinch triche un peu. Et sur les autres tables, ça se passe pas bien. Moi, je suis la dernière partie à jouer et clairement, et tout le monde est autour de moi et j'entends, même si je suis ultra focus parce que j'ai pas le temps, j'entends qu'à moins que je fasse 20-0, on va perdre la ronde. Donc, et je sais que je fais pas 20-0 à ce moment-là de la partie. Donc, on perd la ronde 99-61. Donc, clairement, on se fait fumer. Ah oui, en dessous en effet des Ouais. 70 points. Ah, ça fait mal. En gros, on a notre Luminette qui gagne 12-8 comme moi et notre Nurgle face au Nightone qui gagne 16-4, ce qui est plutôt logique, mais bon, faut quand même les faire, les 16 points, hein. Donc, et les autres, on fait du 6, du 5, du 0, du 4. Donc, on se prend une belle fessée face aux Marseillais qui, clairement, ont gagné leur ronde bien méritée. Donc, et j'apprends direct, parce que moi, comme je suis à la dernière partie, j'apprends direct, parce que tout le monde a déjà fait les comptes, qu'on va finir troisième. Parce que donc les Marseillais passent premier grâce à cette victoire, 99-61. Et les Parisiens sont deuxième, un petit point derrière les Marseillais. Ça se joue à un point la première place. Et vous voyez, un point c'est rien, un point c'est moi qui n'ai pas 2 minutes de plus à la cloque. Hein, parce que si j'ai 2 minutes de plus à la cloque, je marque au moins 2 points de plus. Et du coup, c'est les Parisiens qui gagnent. Bon, nous, ça changeait pas grand-chose pour nous. Ça aurait tout changé au tournoi. Mais après, voilà, il y a cette table-là, il y a plein d'autres tables où une init ou un jet Oui, de dés aurait changé ça. Et nous, on est 10 points derrière. Donc de mémoire, non même pas de mémoire, je vais le mettre là. Hop, on a donc les Marseillais, le cartel qui finit à 266 points. Les Parisiens, la meute d'en haut qui finit à 265 points. Nous, on finit à 246 et les Toulousains à 183. D'ailleurs, à noter que les Toulousains se sont pris une. C'est pour ça que les Parisiens sont bien remontés au classement. Je crois qu'ils leur ont mis 114, un truc comme ça, presque sur le point de caper. Donc une dernière ronde très compliquée pour les Toulousains qui étaient peut-être aussi, on va pas dire fatigués, mais dernière partie du samedi, vous tombez contre quasi l'équipe de France, vous avez déjà 2 défaites dans les jambes. Le moral devait pas être au top, donc ils se prennent une grosse défaite là-dessus. Ils finissent dernier, mais ils ont pas démérité. Ils ont quand même accroché 2 rounds très serrés face aux Marseillais qui sont donc champions de France en titre maintenant, et face à nous qui sommes aussi une grosse équipe. Hein, donc ils ont craqué face à l'équipe de France, mais tout à à part fait. ça, Bah écoute, en tout cas, c'est vrai que ça montre aussi l'importance de jouer les points, parce que malgré tout, vous faites quand même 2 victoires, une défaite sur le ouais, tournoi en termes de victoire-défaite, mais ça vous fait que vous finissez avant-dernier, entre guillemets, c'est ça. sur Bah, on 4. fait 2 victoires, on va dire légères, si on est un peu devant, et une grosse défaite pour le coup. Hein, 61 points, c'est vraiment assez peu. Donc, alors que les Marseillais ont fait une toute petite défaite, on peut même dire une égalité. Hein, ils ont fait 79 points et une victoire petite et une bonne victoire. Donc ça les met bien devant nous, quoi. 20 points devant nous, c'est quand même une avance correcte. Tout à fait. Donc, intéressant. Vraiment, félicitations aussi bah, aux Marseillais qui Ouais, gagnent cette finale, qui devient du coup l'équipe la plus performante, le fin follet exactement. français. Donc, bravo à eux, on leur serre la C'est main. ça. J'imagine qu'ils ont récupéré un magnifique trophée. Ils ont récupéré un magnifique trophée. Ils ont récupéré des jolis lots, que ce soit par la OSFF qui a donné des lots à toutes les équipes. Il y avait des boîtes, des livres, des dés. Ils ont aussi récupéré des bières filées par la Barba Team. Je crois que
le podium et le prix peinture. On avait peut-être même les quatrièmes, j'ai pas tout suivi. Mais, il y avait beaucoup de lots, c'était sympa, que ça soit l'organisation ou la OSFF a donné pas mal de choses à toutes les équipes. En plus d'avoir des dés, d'avoir un petit truc avec notre pseudo dessus, avec notre armée, enfin voilà, il y avait pas mal de petits goodies sympas donc, de ce côté-là, on a été régalés. Et ben vraiment top, top, top. Super, super expérience, je pense, de votre côté. Super expérience pour aussi toutes les équipes et l'organisation. Déçu, j'imagine, bah, par le fait que vous étiez très bien placé pour bah, aller chercher Mmh, mmh, cette mmh, mmh, mmh. casquette-là. Et malheureusement, la casquette était trop grande. Ouais, ouais, très déçu, surtout moi qui sors de ma bulle de ma dernière partie, je dirais pas confiant, mais je suis en train d'arracher une victoire alors que ça partait pas bien. Donc je suis quand même si je me fais avoir sur la fin, je suis quand même très content de ma partie et directement j'entends qu'on va finir troisième. Donc là c'est: «Ah!» alors que on était premier dans ma tête, tu vois? Hmm, Et tu je t'es dit voyais, hein, sur les combien? autres tables que ça se passait pas bien. Donc et je savais que tout pouvait arriver, hein. Clairement, on était tous dans un mouchoir de poche avant la troisième ronde, donc je savais qu'il y avait de fortes chances qu'on se fasse avoir à la première place, mais je voulais y croire. Donc ouais, la chute a été, bon après, au bout de 5 minutes, les émotions étaient évacuées, mais la chute après ma partie a été dure à vivre. Mais voilà, j'aurais bien aimé faire le doublé champion de France en solo, champion de Tout à France en fait. équipe, mais c'est la Avoir le vie, mur faut tout gravé avoir. avec le nom, mais malheureusement, Ouais, ça je n'arrivera serai pas. troisième. C'est Ouais. ça, exactement. Mais ce qui montre aussi que on a un bon niveau en France, parce que malgré tout, on arrive quand même à prendre 6 équipes moins 2, mais bon, je pense que ça aurait pu aussi montrer la pertinence de chaque joueur. Et puis, bah, une seule équipe ne polarise pas tout le tournoi, hein. Chaque région se défend correctement. Clairement, hein, clairement. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour ce tournoi-là, des joueurs qui étaient pas forcément sur leur armée principale, des joueurs de l'équipe de France qui jouaient une armée sur laquelle ils s'étaient pas du tout entraînés ces dernières semaines parce que c'est des armées. Parce que par exemple, un joueur qui va jouer une armée, par exemple, on va dire Slanesh au championnat du monde, bah là, je vous cache pas que ça fait un mois qu'il mange Slanesh, qu'il dort Slanesh. Et du coup, là, on lui Il demande de jouer déprave. Stormcast, il déprave beaucoup. Et du coup, là, on lui demande, no spoil, mais de jouer Stormcast pour cette finale. Il a pas énormément train. Moi, pareil, je jouais Zinch. Alors même si je suis content de mes 3 parties, je m'étais pas entraîné, là. Ça faisait un mois que j'ai pas fait une partie en Zinch. Je jouais, pareil, moi, je mange et je dors Luminette depuis, 1 mois, si ce n'est plus. Donc certains joueurs, notamment de l'équipe de France, étaient peut-être pas au top niveau, mais ils jouaient quand même des armées qu'ils maîtrisaient, donc c'est pas pour nous chercher des excuses, hein, ça a peut-être fait perdre un point de victoire par-ci par-là, de mauvaises décisions, mais et voilà, aussi très déçu de ne pas avoir pu avoir les notamment les Bretons, donc l'Ordre du Lion Mécanique qui s'était qualifié à l'étape nord-ouest, qui est une très, très bonne équipe. Ils l'ont montré pendant, la qualification. On le savait déjà depuis un moment. Une très grosse équipe qui malheureusement n'a pas pu venir, hein. Eux, le déplacement était inenvisageable parce que ça leur demandait de poser et le vendredi et le lundi de congé, des frais énormes, trop compliqué pour eux. Mais pourtant, ça aurait été un super adversaire en plus et potentiellement, clairement un prétendant au titre, hein. Donc, dommage de ne pas les avoir eus. Pareil pour l'équipe Odès France qui a pas pu venir. Mais voilà, ça montre bien, comme tu as dit, qu'en France, on a des super équipes. On a une dizaine d'équipes qui vraiment sont dans un mouchoir de poche en termes de niveau, qui peuvent pas tous être disponibles tout le temps, mais super niveau, en France, quoi. Ça, Tout c'est à fait. clair. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes sponsor, quoi, sponsor, vous souhaitez en tout cas donner, participer à l'associatif, n'hésitez pas à essayer de participer à toutes ces choses-là. Ça peut permettre à des équipes, en effet, de pouvoir bah, soulager certains frais, une meilleure organisation. Vous êtes propriétaire d'une salle, type boîte de nuit, bah, pourquoi pas mettre à disposition cette salle qui permettrait de rendre peut-être plus flexible certains événements, pouvoir faire grandir cette communauté, cette belle communauté. Du coup, voilà, n'hésitez pas à participer. Le tout petit geste peut en effet aider beaucoup de monde de ce côté-là. Bien raison. Effectivement, les salles, c'est très compliqué. La plupart des clubs font en s'organisant avec les mairies, mais c'est souvent compliqué d'avoir la bonne date, ça coûte cher parfois, donc ça fait des frais en plus pour l'association, pour les joueurs. Donc effectivement, s'il y a des gens dans la communauté qui ont des salles à disposition, tu bien placé pour le savoir, Tout à ça fait. peut bien aider, ouais. Tout à fait. Exactement, exactement. Donc, bah écoute, en tout cas,
ayant suivi ça de loin, je trouve ça très intéressant. On arrive à la fin de l'année. Malheureusement, bah, comme on a pu le dire, le planning des sorties de Game Workshop a fait en sorte que cette méta dans laquelle vous avez joué est une méta ancienne, méta vieille. On n'a pas pu avoir la Mm. chance d'avoir tout ce sel, tout ce piment des nouveaux BT. Aujourd'hui, nous arrivons sur la fin. Le week-end prochain, c'est la Warhammer Fest, donc on va pouvoir célébrer ça ensemble. Une Coupe du Monde qui va se dérouler avec une méta qui ne sera pas la dernière méta à jour parce qu'il a fallu bloquer, mais qui va Ouais, quand même donner une bonne ambiance et un bon ton pour la suite de l'année. Et surtout, on va pouvoir préparer tous ensemble bah, l'année à venir avec le nouveau manuel du général ouais. et quasiment toutes Tous les les armées. BT, ouais. Sauf Exactement. deux. Ouais. Ouais, 1,5, on va dire, hein, on va pas se. 1,5. C'est lesquels les 1,5? C'est l'Écosse? C'est les Euh, fakes? je sais pas, peut-être les City, oui, en fait l'Écosse qui aujourd'hui vont partager une partie de leur armée avec un autre jeu qui s'appelle The Old World. Mais bon, voilà. Donc préparez-vous, faites chauffer les dés, faites chauffer vos figurines et inscrivez-vous pour bah, la prochaine saison qui va arriver. Une saison en plus sous la lumière vraiment de la V4 qui va être en préparation, plein de belles règles, toutes les armées sont là, le jeu est le plus équilibré possible, entre guillemets, et Ça, je disais ça il y a quelques mois. Là, je suis plus sûr. on fait, on fait confiance mais- à Games Workshop pour ouais. ça, et du coup, plus personne ne pourra se plaindre, entre guillemets, de ne plus avoir son livre à jour, ce n'est plus le cas, quasiment. Donc voilà, message très encourageant. Je vous invite et on vous invite à faire vivre les tournois, devenir tournoyeur et de basculer de ce côté-là de la barrière qui est vraiment très accessible et qui permet de créer des communautés et beaucoup d'émotions au travers de tous ces magnifiques événements. Ouais. Venez en tournoi, clairement. Faut pas avoir peur. C'est chouette. Allez, bah écoutez, en tout cas, merci à toi de nous avoir mis en lumière cet événement qui malheureusement n'a de mon point de vue pas été assez suivi Mm, mm, mm. par les médias. Peut-être à l'avenir essayer de mettre plus en lumière cette organisation, ces choses-là. Je te remercie en tout cas de tout ça, Adrien. Merci de l'invitation, comme d'habitude. Et on Et se retrouve prochainement pour parler un petit peu de championnat du monde. Ça va s'accélérer de mon exactement, côté et on va pouvoir en parler un petit peu. exactement. Yes. Merci à vous, bonne journée, À bientôt! ciao tout le monde.